Cours d'histoire. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité. Très heureux de vous retrouver sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez vous abonner à notre magazine à partir d'€1 par mois en vous rendant sur le site internet histoireetcivilisation.com. Amable Sablon du Corail, bonjour. Bonjour. Vous revenez pour la 3e fois à notre micro. Vous venez de publier chez Passé Composé La guerre de 100 ans, apprendre à vaincre. Alors nous avons entamé, il y a 2 semaines de cela, une série de cours d'histoire consacrés à cet événement majeur de l'histoire de France. Donc la guerre de 100 ans, le premier volet était consacré à la définition de la guerre de 100 ans. Nous avons vu ainsi qu'il s'agissait de la fin de la féodalité. Nous avons vu aussi au cours d'une deuxième édition qu'il s'agissait que la guerre de 100 ans constitue une matrice de ce qu'on appellera plus tard l'absolutisme, et j'ai voulu consacrer cette toute dernière émission à la façon comment au fond la France a gagné la guerre de 100 ans. Nous l'avons déjà évoqué au cours de la première émission, mais je souhaiterais en reparler. Le règne de Charles V, vous qualifiez son règne de tournant décisif. Pourquoi et en quoi est-il si décisif dans le gain de cette guerre ? Eh bien parce que c'est le premier à avoir compris que pour pouvoir lutter avec quelque espoir de victoire contre les Anglais, il fallait une transaction politique globale avec les sujets du roi. Et donc il obtient le ralliement général de la noblesse, et dans un deuxième temps, celui des villes. Voilà. Et il le fait de manière assez rustique mais efficace, c'est-à-dire qu'il exempte les nobles de l'impôt, il les fait profiter des retombées de l'impôt royal, et pour les villes, eh bien, il va procéder un peu de la même manière, il va accorder des franchises, alors au cas par cas plutôt, et donc les villes frontières bénéficieront d'un régime fiscal, financier extrêmement favorable. Vous parlez aussi d'une question de volonté et de constance. C'est cette volonté et cette constance qui distinguent au fond la politique des Valois de celle des Plantagenets ? Oui. Alors déjà, la politique de Charles V est beaucoup plus cohérente que celle de Jean le Bon. Et c'est le premier à avoir défini vraiment les objectifs politiques de la guerre. Voilà. Et donc les objectifs politiques, c'était de chasser définitivement les Anglais du continent, et c'était d'assurer le triomphe d'une monarchie absolue, au moins sur le plan fiscal, en France. Le fondement de cette constance, c'est l'inaliénabilité du domaine de la couronne de France ? Oui, et le refus de céder quelque partie que ce soit du territoire en pleine souveraineté au roi d'Angleterre. C'est devenu, du jour au lendemain, la ligne rouge de la diplomatie française, alors qu'auparavant, sous Jean le Bon, c'était plus hésitant. À partir du moment où on définit ce but, qui est au fond un but de guerre, qui sera repris par l'ensemble des successeurs, on encaisse plus facilement les coups, si vous me permettez cette expression. Il faut quand même, c'est quand même extraordinaire que Charles VII, même replié à Bourges, n'ait jamais varié, n'ait jamais changé de ligne politique. C'est quand même assez prodigieux. Quand on dit que Charles VII était un mou dominé par ses favoris, cela a été vrai pendant quelques années, mais quand même, il a gardé les mêmes objectifs, chasser les Anglais du royaume et ne faire aucune concession politique à l'intérieur et à l'extérieur. Alors on va revenir sur Charles VII et bien évidemment Jeanne d'Arc, mais vous évoquez aussi la communication politique des Valois. Qu'est-ce que ça signifie, communication politique à l'époque ? Je me souviens très bien des travaux de Bernard Guenet sur la fama, la réputation. Est-ce que cette réputation participe de cette communication politique de manière générale ? Oui, bien sûr. Alors Bernard Guenet parlait même de campagne de propagande, ce qui est peut-être allé un peu loin, parce qu'il faut voir quand même à quoi ça se résume, cette communication politique. Ça se résume à quelques lettres patentes, à quelques lettres closes qu'on envoie aux grandes villes. Ça se limite à quelques grandes cérémonies telles que les entrées de ville, etc. Mais enfin, c'est quand même très mesuré. C'est-à-dire que, après on peut définir de bien des manières la propagande, mais la propagande suppose quand même, suivant la définition de Jacques Ellul, une imprégnation constante des esprits. À cette époque, on en est très très loin. Il n'y a pas de communication moderne. Non, voilà. non.
Simplement, en fait, alors ce qui est assez frappant dans la communication des Valois, c'est que c'est une communication assez minimaliste. Ils disent, au fond, c'est nous les rois légitimes. Si vous êtes contre nous, c'est que vous êtes des traîtres vis-à-vis des Valois, mais vis-à-vis du royaume, de la couronne de France, de la chose publique, etc., tout ce qui préfigure l'État. Donc ils ont réussi à confondre leur cause avec celle du royaume. Et face à cela, les Anglais réagissent de façon un peu maladroite, c'est-à-dire que, par exemple, ils diffusent un peu partout des tableaux généalogiques, enfin des arbres généalogiques qui montrent que leurs droits sont bien fondés. Les Valois ne cherchent pas à faire ça. Ils disent, nous sommes les rois et puis c'est tout. Et si ça ne vous plaît pas, eh bien, vous êtes des traîtres. Vous parlez de préfiguration de l'État, on a beaucoup développé dans la définition de la guerre de 100 ans cette idée d'État. Est-ce qu'on peut parler dans la communication politique d'une forme de religion royale ? Oui, alors elle se met en place quand ? Et bien précisément, on peut dire depuis le XIVe siècle, mais il y a un formidable coup d'accélérateur après la répression des années 1380. Nous voyons au Parlement des avocats du roi qui disent s'opposer à l'impôt royal, c'est un sacrilège. Voilà. C'est le moment également où, dans les entrées royales, on porte un dais au-dessus du roi, comme on le faisait avec le Saint-Sacrement lors des processions où on exposait le Saint-Sacrement dans les rues. Alors il y a ces manifestations qui sont des manifestations au fond publiques. Il y a des lettres. Quels étaient les moyens de communication politique de l'époque ? Est-ce qu'on envoyait tout simplement des crieurs afin de donner cette volonté, de présenter cette volonté royale ? Alors il y a déjà les prêches et les sermons de l'Église, et l'Église à l'époque était déjà vraiment bien contrôlée par le roi, mais après l'Église n'est pas un tout monolithique. On trouve évidemment des clercs qui ont toutes les opinions politiques possibles. Sinon la communication passe par les lettres qui sont portées par des messagers, et ensuite vous avez effectivement des crieurs, etc., mais qui crient dans les rues les décisions royales. Voilà. Alors, et dans ces décisions royales, dans ces lettres patentes, vous avez des préambules qui diffusent un message politique, mais un message politique qui est quand même assez succinct. Alors donc, volonté, constance, qui explique... c'est une des raisons pour lesquelles la France a gagné la guerre de 100 ans. Il y a aussi cette communication politique. Il y a aussi en face des forces centrifuges, la bourgeoisie, le pouvoir communal. Pourtant, le roi réussit là aussi à agir et à domestiquer. Oui, et là encore, ça se fait au prix de concessions. C'est-à-dire que l'amour, c'est bien beau, mais l'amour se nourrit de preuves d'amour. Et pour les bourgeois, il y a toutes sortes de preuves d'amour, des privilèges commerciaux, des franchises fiscales, etc. Et puis quelques privilèges qui flattent les égaux, la noblesse accordée aux membres des corps de ville, etc. L'exemption de la taxe de franc-fief, qui était très impopulaire, et que payaient les bourgeois acquéreurs de fiefs nobles. Voilà. L'octroi de fleurs de lys dans les blasons communaux. Il y a toute une gamme de services et de prestations que le roi peut offrir à ses bourgeois. Les bourgeois, je vous cite, sont restés fidèles au roi par prudence et par calcul. C'est au fond un jeu de dupes, mais gagné par la couronne de France ? Oui. Alors là, on peut dire que la mise en place de la stratégie royale à l'égard des villes est un peu plus tardive qu'à l'égard de la noblesse. On parlait de Charles V. Charles V s'est plus intéressé à la noblesse et même à la très haute noblesse qu'aux villes. Pour les villes, le tournant, c'est vraiment le règne de Louis XI, qui va systématiser toute une série de mesures, notamment à la fin de son règne, quasiment toutes les grandes villes du royaume sont exemptées de la taille, qui est l'impôt le plus lourd de la monarchie. Et il va avoir un système fondé à la fois sur l'autonomie et la responsabilisation, c'est-à-dire qu'en fait, il donne les clés des gouvernements municipaux aux élites urbaines, donc à quelques dizaines de familles, mais il y a une contrepartie à ça, il faut que l'ordre règne. S'il y a un soulèvement, eh bien, la répression royale s'abat sur tous, y compris les élites. Alors, il y a une différence entre un bourgeois et un noble. La disgrâce d'un bourgeois est définitive. Pour le noble, je vous cite là encore, aucune blessure n'est assez profonde pour ne pas cicatriser. C'est à la noblesse française que l'on doit cette victoire de la guerre de 100 ans ? Ben oui, alors... évidemment, dans l'imaginaire collectif, on a l'image de Jeanne d'Arc, la fille du peuple,
qui permet la victoire de Charles VII, et à contrario, l'évêque cochon qui symbolise en quelque sorte la trahison des élites. Mais à la limite, en fait, ce serait presque le contraire, c'est-à-dire que le parti Armagnac, qui devient le parti de Charles VII, qu'est-ce que c'est? Ce sont quelques milliers de gens de guerre nobles, qui ne représentent même pas la majorité de la noblesse. Mais disons que le parti de Charles VII est un parti de nobles, alors que le parti anglo-bourguignon est un parti où il y a bien sûr des nobles, mais qui est mieux représenté dans les villes et chez les gens de savoir. Voilà. Qui sont ces hommes? Voilà, le royaume de Bourges a tenu, dites-vous, grâce à une cinquantaine de noms, des capitaines et leurs hommes qui représentent à peine quelques milliers d'hommes. Qu'est-ce qui caractérise ces hommes? On parlait de la fiscalité la semaine dernière, des représentations que pouvait avoir l'administration, de son rôle. Que se représentent ces hommes? Alors, ce sont des chiens de guerre, c'est-à-dire ce sont des brutes épaisses. Voilà. C'est le temps des écorcheurs. Et précisément, il faut signaler que certes, la fiscalité a permis la victoire de Charles V sur les Anglais dans les années 1370, mais dans les années 1420, c'est sans impôts, c'est sans ressources financières et fiscales que Charles VII parvient à s'imposer. Après, c'est la restauration de l'impôt, l'instauration de l'armée permanente, qui vont permettre de parachever la reconquête du royaume. Mais cette victoire se fait finalement sans impôts, grâce à cette poignée d'hommes, grâce à ces quelques milliers de gens de guerre, grâce à ces sauvages, qui vont pouvoir survivre en vivant sur le pays, comme on dit, c'est-à-dire en vivant de réquisitions, dans le meilleur des cas, de pillage, d'extorsion, etc. Mais ces hommes se représentent l'État, se représentent la France, se représentent leur fidélité au roi, ou au contraire, ils pouvaient passer d'un camp à un autre? Non, alors ces écorcheurs ne sont pas du tout des mercenaires, ils combattent pour le roi de France. En revanche, on peut imaginer qu'ils avaient une conception assez fruste de ce que c'était que l'État royal, la distinction entre la couronne et la personne du roi, etc. C'est là aussi la limite de ce dont on parlait la semaine dernière, à savoir l'importance réelle qu'a eu le travail des juristes pour la victoire finale des rois de France. Donc leur principe est bien celui de la fidélité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais cette fidélité, si vous voulez, ne caractérise pas forcément la féodalité. Ça ne suffit pas, parce que vous avez énormément de systèmes politiques qui sont fondés sur une forme de fidélité. La politique, le pouvoir est exercé par des hommes. Voilà. Encore une fois, ce qui est le propre de la féodalité, c'est ce service militaire des vassaux qui disparaît dès le XIIIe siècle et dont la disparition justifie la création de la fiscalité moderne et aussi l'instauration de ce fameux dialogue entre le prince et ses sujets via les assemblées représentatives. Donc la disparition de la féodalité est à l'origine de ce premier moment prédémocratique et de la généralisation de ces assemblées représentatives qui, petit à petit, vont donner naissance aux assemblées parlementaires qu'on connaît aujourd'hui. Alors, ce qu'il est important de préciser, c'est que le rôle de ces assemblées parlementaires va reculer à partir du XVIe siècle. Donc, un peu partout en Europe, là, l'absolutisme reprend du terrain, se généralise, et ce qui donne cette impression de rupture. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les assemblées parlementaires naissent d'un coup à l'issue de la Révolution, etc. En réalité, il y a ce long passé médiéval qu'ont bien perçu certains historiens précisément du XIXe siècle. Fustel de Coulanges disait que, en fait, la France n'a jamais été aussi démocratique, un peu exagéré mais quand même, n'a jamais été aussi démocratique qu'au XIVe siècle. En tout cas, le principe du consentement des sujets à l'impôt, de la liberté des sujets vis-à-vis de leur souverain, eh bien, ces principes-là sont affirmés de manière très forte à l'époque médiévale. Cette liberté permet Jeanne d'Arc ? Jeanne d'Arc, c'est quand même un phénomène assez exceptionnel. Et alors, encore une fois, il faut quand même souligner l'importance historique de Jeanne d'Arc dans la victoire finale de Charles VII. C'est-à-dire que l'histoire aurait pu quand même tourner différemment. Alors, on a peut-être exagéré l'importance du siège d'Orléans. C'est-à-dire qu'en effet, si les Anglais avaient pris Orléans, la conquête du royaume aurait progressé un peu, mais il leur aurait été très difficile de conquérir tout le royaume de France. En revanche, sans Jeanne d'Arc, on pouvait très bien imaginer une partition durable du royaume. Donc on peut considérer Jeanne d'Arc, parce qu'il y a plusieurs moments où vous estimez qu'il y a un tournant dans la guerre de 100 ans. On a parlé de Charles V, c'est un moment essentiel de l'histoire de la guerre de 100 ans. Jeanne d'Arc, c'est aussi un autre tournant de cette guerre ? Oui, et en particulier parce que
Elle a ce génie militaire et politique, c'est-à-dire qu'elle comprend l'importance psychologique de ses premières victoires. Et c'est pour ça qu'elle poussera toujours Charles VII à aller plus loin dans la reconquête, alors que l'armée française est indisciplinée, mal équipée, qu'il n'y a aucune ressource financière. Eh bien, ce n'est pas grave. Elle dit, eh bien, on va aller en Champagne pour faire sacrer le roi, alors que la Champagne est à l'époque une région très hostile aux Armagnacs. Les villes champenoises, en particulier Reims, se sont révoltées contre les Armagnacs en 1417. Voilà. Mais elle a compris l'importance psychologique de ses premières victoires. L'importance psychologique, ça veut dire le sentiment français ? On a reçu, je me permets de vous couper, on a reçu à ce micro Valérie Touraille, alors non pas pour Azincourt, mais pour son Jeanne d'Arc. Et sur Azincourt, voilà, elle développe toute une thèse où elle montre bien que Azincourt a provoqué une réaction et un début de sentiment. Est-ce que Jeanne d'Arc, au fond, ponctue ce sentiment en le transcendant ? Son importance, pour moi, est essentiellement morale, puisque à ce moment-là, la victoire française est de nouveau possible. Voilà, donc elle redonne confiance aux partisans des Armagnacs et de Charles VII, et elle détruit d'un coup d'un seul tout le capital symbolique et sacré qu'avaient accumulé les Anglais grâce à leur victoire assez exceptionnelle. Donc elle donne l'enthousiasme ? Oui, c'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, ça a été très bien compris à l'époque. Les chroniqueurs favorables ou hostiles à Jeanne d'Arc n'ont pas manqué de remarquer qu'avant 1429, les Anglais gagnaient la plupart de leurs batailles et qu'après 1429, ils ont quasiment perdu toutes leurs batailles. Voilà. Et pourtant, là, on voit que ce n'est pas une question non plus de technologie ou d'artillerie ou quoi que ce soit, puisque Jeanne d'Arc a combattu sans artillerie, enfin voilà. Alors justement, le thème de l'émission, c'est comment la France a gagné la guerre de 100 ans, c'est la victoire des armes, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut parler, c'est un des points de votre livre, de révolution militaire pendant la guerre de 100 ans. Alors déjà, ce concept de révolution militaire pose pas mal de problèmes, puisque, si vous voulez, la Révolution française, on sait quand elle a commencé et quand elle a fini. La révolution militaire, ça varie avec chaque auteur qui voit midi à sa porte. Donc, le spécialiste du XIVe siècle vous dira que ce sont les archers anglais. Celui du XVe siècle vous dira que c'est l'artillerie ou l'infanterie suisse à la fin du XVe siècle, etc., etc. Et donc, alors d'autres vous disent qu'elle a commencé au XVIe siècle. D'autres vous disent qu'elle a duré de 1500 à 1800. Enfin bon, une révolution qui dure 3 siècles, c'est encore une révolution. Voilà. Et donc les causes de la victoire de Charles VII, on l'a vu, n'ont pas grand-chose à voir avec la technique ou la tactique militaire. Les origines de cette victoire sont plus politiques. Et on le voit, une des révolutions, ça a été en effet l'instauration de l'armée permanente. Mais les Français combattaient de la même manière avant et après. Cette armée permanente a été une révolution parce qu'elle est devenue permanente. Voilà. Et pourquoi est-elle devenue permanente ? Parce qu'on a pu enfin lever un impôt permettant de la solder de manière continue. Tout est lié. On parlait de la fiscalité la semaine dernière. Il y a à la fois la fiscalité, le monde militaire. C'est cette globalité que l'on évoquait pendant la première émission. Cette globalité, voilà, il faut prendre en compte l'ensemble politique, économique, social. Et c'est ce qui fait la victoire. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors les rois d'Angleterre ont pu le comprendre, notamment Henri V, qui était un roi tout à fait brillant, qui l'a très bien compris. Enfin, sa conquête de la Normandie est un chef-d'œuvre militaire et politique aussi. Mais bon, il est mort très jeune. Il est mort très jeune pour plusieurs raisons, mais aussi parce qu'il ne s'économisait pas, et aussi parce que précisément, il ne voulait pas demander trop d'impôts à ses sujets anglais. Et cela a beaucoup limité ses moyens. Est-ce que la France, au fond, a comme un avantage sur l'Angleterre, et que cette préfiguration de l'absolutisme que nous évoquions, c'est ce qui fait la différence? Oui, alors, bon, si vous voulez, cette question des causes de la victoire française, cette question n'a pas été tant abordée que ça, puisque la victoire française apparaît comme la victoire du plus puissant, finalement. Les Français ont gagné parce qu'ils étaient les plus forts. Mais cela aurait pu se passer différemment. Regardez la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Ce sont quelques milliers de chevaliers qui se sont imposés à 1,5 million d'anglo-saxons. Donc au Moyen-Âge, tout est possible. On pense aussi évidemment à l'épopée des Normands en Sicile et dans le sud de l'Italie, etc.
Voilà, donc la victoire anglaise aurait été possible. Enfin, elle pouvait prendre deux aspects. Soit la conquête en toute souveraineté d'une Guyenne ou d'une Guyenne élargie, soit, pourquoi pas, la substitution d'une dynastie par une autre sur le trône des Fleurs de Lys, qui a été possible quand même dans les années 1420. Et le sort a été différent. Merci beaucoup, Amable Sablon du Corail. Donc la guerre de 100 ans, apprendre à vaincre, paru chez Passé Composé. Et si vous n'avez pas écouté les 2 émissions précédentes, n'hésitez pas à vous rendre sur storiavoce.com, donc définir la guerre de 100 ans, le premier volet. Et nous avons réfléchi au cours de d'une 2e émission sur la guerre de 100 ans. Était-elle une matrice? Est-elle au fond une matrice de l'État moderne? Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité à Storia Voce. N'hésitez pas à nous soutenir. L'association Storia Voce existe toujours. Elle organise des événements et elle organisera un prix en 2023, le premier prix d'histoire Storia Voce, en lien bien évidemment avec le magazine Histoire et Civilisation. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur storiavoce.com sur la rubrique soutenir Storia Voce. Vous pouvez contre un don recevoir un livre d'un de nos partenaires éditeurs. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire.